Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour évoquer un scandale qui secoue le monde du sport et plus particulièrement celui de l'athlétisme russe. Avant toute chose, pourquoi ce scandale fait-il encore la une ? Fin 2019, la Russie a été épinglée une énième fois pour des manipulations de données traçant des résultats antidopage. La sanction de l'Agence mondiale antidopage tombe immédiatement, le pays est de nouveau exclu des Jeux Olympiques, cette fois pour 4 années, ainsi que de la Coupe du Monde 2022 de football au Qatar. On ne l'entendra pas durant les 4 prochaines années. L'Agence mondiale antidopage a décidé de punir sévèrement la Russie après un scandale de dopage généralisé et institué par les hauts dirigeants du pays. Les athlètes russes seront donc privés de Jeux olympiques et de championnats du monde. De plus, aucune compétition mondiale ne pourra être jouée sur le territoire russe. Et certains athlètes qui pourront prouver hors de tout doute leur probité en matière de dopage pourront participer aux Jeux olympiques et aux compétitions internationales, mais sous bannière neutre et sans hymne national. L'objectif est de punir Moscou pour avoir triché de nouveau en falsifiant des données remises à l'Agence mondiale antidopage. Cette sanction est d'une ampleur inédite dans l'histoire de la justice sportive. 18 jours plus tard, la Russie annonce saisir le tribunal arbitral du sport pour contester les sanctions de l'Agence mondiale antidopage qualifiées d'injustes par Vladimir Poutine. C'est ainsi que le 17 décembre dernier, le tribunal arbitral du sport confirme que la Russie sera exclue des grandes compétitions mondiales, mais la sanction est réduite de 4 à 2 ans. Autrement dit, elle se limite aux JO de Tokyo 2021 et aux JO d'hiver de Pékin 2022. Mais comment la fédération russe en est-elle arrivée là ? Quelles révélations ont mené à une telle sanction ? Tout commence le 3 décembre 2014, lorsque la chaîne allemande ARD diffuse une enquête intitulée « Dossier secret sur le dopage, comment la Russie produit ses vainqueurs ». Celle-ci s'appuie sur les témoignages clés des 2 athlètes, Loulia et Vitali Stepanov, et révèle l'existence d'un immense réseau de dopage couvert par les autorités russes. En réaction à ce dossier, le Comité international olympique demande l'ouverture d'une enquête officielle. Par ailleurs, le 9 novembre 2015, le sport russe est accablé par un second rapport, cette fois-ci canadien. Dick Pound le publie pour l'Agence mondiale antidopage qui décide par la suite de suspendre l'Agence russe antidopage, Russada. Nous avons découvert des dissimulations de preuves, des destructions d'échantillons sanguins et des versements de pots de vin pour étouffer des cas de dopage. Dans cette même dynamique, la Fédération internationale d'athlétisme, l'IAAF, suspend la RUSAF. Jamais 203, en mai 2016, un 3e lanceur d'alerte se manifeste et n'est autre que Grigori Rodchenkov, l'ancien directeur du centre antidopage de Moscou. Celui-ci dénonce un système de triche à grande échelle mis en place pour les JO de Sotchi en 2014. Il sera forcé à fuir la Russie et emmènera avec lui de multiples documents pouvant faire avancer des enquêtes. Parmi ces enquêtes majeures, on compte le rapport McLaren qui, en 2016, dénonce un système de dopage d'État qui concernerait une trentaine de sports entre 2011 et 2015, avec comme pierre angulaire les JO de Sotchi de 2014 et les mondiaux d'athlétisme de Moscou en 2013. L'équipe olympique russe a corrompu les Jeux olympiques de Londres à un niveau sans précédent, dont on ne pourra probablement jamais connaître l'ampleur. Une méthode artisanale mise en place par les services secrets russes. Du sel et du café dans les échantillons d'urine, un cocktail détonnant pour fausser les résultats des contrôles effectués avant les JO de Londres. Comment réagir face à cette enquête accablante à seulement 3 semaines des JO de Rio en 2016 ? Afin de ne pas décrédibiliser l'événement, le Comité international olympique décide de n'autoriser que les athlètes russes capables de prouver qu'ils sont propres. On ne verra donc sur le stade de Rio que la sauteuse en longueur Daria Klishina. En parallèle, l'enquête avance et les premières vraies sanctions tombent fin 2017. Le Comité international olympique décide alors de suspendre le Comité olympique russe pour dopage et bannit à vie des Jeux Vitali Mutko, vice-premier ministre russe, ancien ministre des Sports et proche de Vladimir Poutine, ainsi que 43 sportifs russes. Le Comité international olympique retire également 13 des 33 médailles gagnées à Sotchi par la Russie. Toutefois, seulement quelques semaines plus tard, le tribunal arbitral du sport revoit cette sanction et remet ainsi en doute la crédibilité de l'Agence mondiale antidopage
en autorisant 169 Russes à participer aux Jeux sud-coréens sous drapeau neutre. Sur 500 candidats, ils seront 169 athlètes russes à concourir dans les montagnes sud-coréennes, mais sous bannière olympique. Pas d'hymne ou de drapeau russe après la suspension de la Russie pour dopage. Mais pour défiler sous bannière neutre, les conditions sont strictes. Aucun antécédent de dopage. Certains accusent le comité olympique d'avoir volontairement laissé les meilleurs sur le côté. Je voulais savoir pourquoi on ne m'avait pas laissé concourir, mais on ne m'a pas répondu. Ce devait être nos premiers Jeux Olympiques. Pour nous, c'était une nouvelle expérience, festive. On attendait vraiment ça. Je suis convaincu que même si notre équipe est plus petite, chacun de nos athlètes saura qu'il participera non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses camarades qui ont été injustement bannis des Jeux Olympiques. Le CIO veut montrer l'exemple en matière de répression. En décembre, c'était un tiers des médailles remportées à Sochi qui avaient été retirées des mains des athlètes russes. Mais pourquoi les victoires sportives semblent-elles si importantes aux yeux des grandes puissances mondiales, au point de risquer la santé des athlètes? Il est ici nécessaire de faire un point sur la guerre froide et l'émergence de super athlètes, vitrines de leurs blocs respectifs. La guerre froide, comme son nom l'indique, n'implique pas de conflit direct annoncé entre les deux blocs. Il faut donc trouver un autre moyen pour montrer que son modèle est supérieur. Les stades se réchauffent et deviennent alors le lieu principal d'affrontement. On peut alors parler d'un certain soft power du sport. Cette rivalité se vit par exemple dans les villages olympiques dans lesquels les deux blocs sont séparés par des fils barbelés. De son côté, l'URSS avait mis en place une éducation spécialisée et très controversée, ayant pour objectif de faire des enfants des athlètes surentraînés. C'est d'ailleurs grâce à ces Homo Sovieticus que l'URSS a remporté tous les Jeux olympiques, sauf celui de 68 qui a été remporté par les États-Unis avec 107 médailles contre 71 pour l'URSS. La prise de produits dopants était aussi fortement encouragée par les gouvernements qui en organisaient et finançaient même la recherche. Anabolisants, EPO, œstrogènes, testostérone, de nombreux produits sont utilisés par les deux camps. En effet, pour répondre à l'Est, le bloc de l'Ouest a commencé à institutionnaliser la prise de ces produits, notamment pour les Jeux de 1972 à Munich, en Allemagne de l'Ouest. Comme on vient de le voir, le sport est une vitrine pour les grandes puissances mondiales à tel point que certaines vont jusqu'à risquer des vies pour arracher des victoires sur les stades. Toutefois, la Russie est certes au cœur de cette controverse, mais n'en est pas la seule protagoniste. De trop nombreux athlètes sont épinglés chaque année pour des motifs similaires. On pensera au champion du monde du 100 mètres américain Christian Coleman qui se trouve inquiété, ou encore au sprinter Tyson Gay qui s'est vu retirer son titre de vice-champion olympique du 4x100 mètres à Londres en 2012. Une chose est sûre, la lumière doit être faite sur ces pratiques afin que le sport ne perde pas sa valeur symbolique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.